Ce matin-là, en ajustant ma veste noire devant le miroir de l'entrée, je pensais que c'était la fin d'un chapitre difficile mais prévisible de ma vie. 15 ans de mariage avec Laurent, 15 ans de hauts et de bas, de disputes silencieuses et de réconciliations tièdes. 2 enfants magnifiques, Emma, 13 ans, et Thomas, 10 ans, qui étaient devenus notre seul point de convergence ces dernières années. Quand Laurent avait demandé le divorce 6 mois plus tôt, prétextant un manque de connexion et une évolution différente, j'avais ressenti un mélange de tristesse et, je dois l'avouer, de soulagement. Notre mariage s'était éteint lentement, comme une bougie qui arrive au bout de sa mèche. Nous étions devenus 2 étrangers partageant le même toit, des conversations superficielles au petit déjeuner et des sourires forcés devant les enfants. J'avais accepté sa demande avec une dignité que je ne savais pas posséder. Pas de cris, pas de chantage émotionnel, pas de bataille acharnée pour l'argent. Je voulais juste que tout se passe dans le calme pour préserver nos enfants et peut-être garder une once de respect mutuel. Après tout, nous avions construit une vie ensemble, acheté cette maison à Versailles, élevé nos petits avec amour malgré nos différences. Le trajet jusqu'au tribunal de grande instance de Versailles s'était déroulé dans un silence pesant. Laurent conduisait, les mains crispées sur le volant, évitant soigneusement mon regard dans le rétroviseur. Je regardais défiler les rues familières de notre quartier, me demandant si c'était la dernière fois que nous faisions ce trajet ensemble. Une mélancolie étrange m'envahissait. Pas vraiment de la tristesse, plutôt une nostalgie anticipée. « Tu as pris tous les documents ?» avait-il murmuré en se garant devant le tribunal, sa première phrase de la matinée. « Oui, tout est dans mon sac », avais-je répondu, surprise par sa nervosité inhabituelle. Laurent était habituellement d'un calme olympien, même dans les situations les plus tendues. Commercial dans une entreprise de matériel informatique, il voyageait souvent pour son travail, parfois plusieurs jours d'affilée. Cette anxiété ne lui ressemblait pas. La salle d'audience était plus petite que je ne l'avais imaginé. Des murs beiges, quelques rangées de chaises en plastique, une odeur de désinfectant et de café froid. Nous nous étions assis côte à côte, nos avocats respectifs échangeant des politesses professionnelles. Maître Dubois, mon avocat, m'avait rassuré d'un sourire bienveillant. « Une formalité, Madame Moreau. Dans 1 heure, ce sera terminé. » Le juge Martineau, un homme dans la soixantaine aux cheveux gris, parfaitement peignés, avait ouvert le dossier avec la lassitude de quelqu'un qui a déjà présidé des centaines de divorces similaires. Sa voix monocorde récitait les clauses habituelles. Partage des biens, pension alimentaire, résidence des enfants. Concernant la garde des enfants, avait-il dit en relevant ses lunettes, vous avez opté pour une garde alternée. Monsieur Moreau, confirmez-vous souhaiter maintenir un contact régulier et assumez-vous vos responsabilités parentales? C'est là que tout a basculé. Laurent avait relevé la tête avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Un regard froid, presque étonné, comme si le juge venait de lui poser la question la plus absurde du monde. « Quels enfants ?» avait-il demandé d'une voix plate. Le silence qui a suivi était assourdissant. Même le greffier avait arrêté de taper sur son clavier. Le juge avait froncé les sourcils, consultant son dossier comme s'il avait pu se tromper de dossier. « Pardon ?» avait balbutié Maître Dubois. « Je demande quels enfants ?» avait répété Laurent avec la même intonation glaciale, comme s'il s'adressait à un parfait inconnu. Mon cœur s'était arrêté, littéralement. J'avais senti le sang se retirer de mon visage, mes mains devenir moites. Emma et Thomas, nos enfants, qu'il avait aidés à faire leurs devoirs la semaine précédente encore. Thomas qui lui ressemblait tant qu'on ne pouvait pas nier leur lien de parenté. Emma qui l'appelait encore « papa chéri » malgré nos tensions. « Monsieur Moreau » était intervenu le juge d'un ton sec. « Il s'agit d'Emma et Thomas Moreau, vos enfants avec madame, nés respectivement le 15 mars 2010 et le 8 juillet 2013. » Laurent m'avait regardé pour la première fois de la matinée. Dans ses yeux, je n'ai vu aucune reconnaissance, aucune chaleur, aucun vestige de l'homme qui m'avait épousé devant nos familles réunies. Il me regardait comme il aurait regardé une étrangère dans la rue. « Je ne vois pas de quoi vous parlez », avait-il dit simplement. L'audience avait été suspendue dans la confusion générale. Les avocats chuchotaient furieusement. Le juge consultait ses notes avec une mine perplexe. Moi, j'étais assise là, paralysée, essayant de comprendre si mon mari de 15 ans venait réellement de renier l'existence de nos enfants devant un tribunal. Quand nous sommes sortis de la salle, Laurent marchait devant moi d'un pas décidé, comme s'il était pressé de s'échapper. Je l'ai rattrapé dans le couloir, mes jambes tremblantes. « Laurent, qu'est-ce qui te prend? Nos enfants, Emma
Et Thomas, tu les as oubliés ?» Il s'était retourné vers moi, avec cette même expression étrangère. « Je ne sais pas de qui vous parlez, madame. » Puis il était parti, me laissant planter là, dans ce couloir froid du tribunal, avec l'impression que ma réalité venait de se fissurer complètement. Mais je ne savais pas encore que ce n'était que la pointe de l'iceberg du cauchemar qui m'attendait. Je suis restée figée dans ce couloir pendant ce qui m'a semblé une éternité, mais qui n'a probablement duré que quelques minutes. Mes pensées tourbillonnaient dans tous les sens. 15 ans de mariage venaient-ils de s'évaporer devant mes yeux? Comment un homme pouvait-il oublier ses propres enfants? Était-ce une forme de vengeance particulièrement cruelle? Un épisode psychotique? Mes mains tremblaient en fouillant mon sac à la recherche de mon téléphone. Il fallait que j'appelle quelqu'un, que je parle à quelqu'un de sensé qui pourrait m'expliquer ce qui venait de se passer. Mais qui? Ma sœur Sylvie pensait déjà que Laurent était étrange depuis des années. Mes parents, dans leur maison de retraite à Nice, n'avaient jamais vraiment compris notre couple. Et mes amis, comment leur expliquer que mon mari venait de nier l'existence de nos enfants devant un juge? Le couloir du tribunal grouillait d'une activité feutrée. Des avocats en robe noire discutaient à voix basse. Des familles attendaient leur tour, certaines tendues, d'autres résignées. L'odeur de café fort et de parfum bon marché flottait dans l'air conditionné. Tout semblait normal, banal même, alors que mon monde venait de s'écrouler. Je me suis dirigée vers les toilettes, espérant reprendre mes esprits dans l'intimité d'un miroir. Mes jambes étaient encore faibles, comme si je récupérais d'une chute. En passant devant une rangée de chaises en plastique bleu, j'ai entendu des sanglots étouffés. Une femme était assise là, le visage dans les mains, ses épaules secouées par les pleurs. À côté d'elle, 2 enfants se tenaient par la main, un garçon d'environ 10 ans et une petite fille qui devait avoir 6 ou 7 ans. Ils avaient cette posture figée des enfants qui ne comprennent pas pourquoi les adultes pleurent, mais savent instinctivement qu'il faut rester sage. Quelque chose dans cette scène m'a arrêté net. Peut-être était-ce la solidarité naturelle entre femmes en détresse ou simplement le besoin de me concentrer sur autre chose que ma propre confusion. Mais quand j'ai regardé plus attentivement le petit garçon, mon sang s'est glacé. Il ressemblait trait pour trait à Thomas. Pas une ressemblance vague, comme on en voit parfois entre inconnus. Non, une similitude troublante, presque dérangeante. Les mêmes yeux noirs en amande, le même nez légèrement retroussé, la même mèche rebelle qui tombe sur le front. Même sa façon de se tenir, légèrement voûtée avec les mains dans les poches, était identique à celle de mon fils. Mon cœur a recommencé à battre la chamade. Je me suis approchée lentement, comme si je m'approchais d'un animal sauvage susceptible de s'enfuir. « Excusez-moi » ai-je murmuré d'une voix que je ne reconnaissais pas. « Ça va ?» La femme a relevé la tête, et là, j'ai eu un deuxième choc. Elle me regardait avec des yeux rougis par les larmes, mais aussi avec reconnaissance. Comme si elle me connaissait, comme si elle m'attendait. Elle devait avoir à peu près mon âge, la quarantaine, des cheveux châtains tirés en queue de cheval négligée, un visage fin marqué par la fatigue, jolie, dans un style naturel et discret. Le genre de femme qu'on croise dans les supermarchés de banlieue, qui travaille, élève ses enfants et essaie de tenir le coup. « Vous êtes » a-t-elle commencé, puis s'est interrompue, scrutant mon visage avec une intensité troublante. « Je suis Isabelle Moreau », ai-je dit automatiquement. Son visage s'est décomposé. Les 2 enfants nous regardaient maintenant, sentant l'électricité dans l'air. La petite fille s'est rapprochée de sa mère, mais le garçon continuait à me fixer avec ses yeux si familiers. « Mon Dieu !» a chuchoté la femme. « Mon Dieu, c'est vous !»« Comment ça, c'est moi? On se connaît ?» Elle s'est levée brusquement, faisant sursauter les enfants. Sa voix tremblait quand elle a parlé. « Laurent m'avait dit que vous étiez morte. » Le couloir du tribunal a semblé se rétrécir autour de moi. Les conversations environnantes sont devenues un bourdonnement lointain. Seule existait encore cette femme, ses enfants qui ressemblaient aux miens, et cette phrase impossible qui résonnait dans ma tête. « Morte ?» ai-je répété stupidement. « Dans un accident de voiture. Il y a 14 ans. Il m'a même montré des photos de vos funérailles. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. J'ai dû m'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. » Cette femme connaissait Laurent. Cette femme avait vu des photos de mes funérailles. Des funérailles qui n'avaient jamais eu lieu puisque j'étais bien vivante, debout devant elle, à essayer de comprendre l'incompréhensible. « Comment vous appelez-vous » ai-je demandé d'une voix blanche. « Christine Moreau. » Et là, dans ce couloir impersonnel du tribunal de Versailles, j'ai réalisé que la femme qui pleurait devant moi
portait le même nom que moi, que ses enfants ressemblaient aux miens, et que l'homme que j'avais épousé 15 ans plus tôt était peut-être un parfait inconnu. Les pièces d'un puzzle monstrueux commençaient à s'assembler dans mon esprit, mais je refusais encore d'en voir l'image finale. C'était trop énorme, trop impossible, trop... « Maman !» a dit le petit garçon en tirant sur la manche de Christine. « C'est qui la dame? Pourquoi tu pleures encore ?» Christine et moi nous sommes regardés, et dans ses yeux, j'ai lu la même terreur grandissante que celle qui m'envahissait. Nous venions de comprendre, toutes les deux, que nous étions sur le point de découvrir quelque chose qui allait changer nos vies à jamais. « Il faut qu'on parle », ai-je dit à Christine, d'une voix que je voulais ferme mais qui tremblait malgré moi. Elle a hoché la tête, ramassant précipitamment son sac à main et prenant la main de ses enfants. « Pas ici, pas devant eux. » Nous nous sommes dirigés vers un petit café situé en face du tribunal, nos pas résonnant sur le pavé humide de cette matinée d'octobre. Les enfants marchaient entre nous, silencieux et inquiets. Le petit garçon n'arrêtait pas de me regarder à la dérobée, et chaque fois que nos yeux se croisaient, j'avais l'impression de voir Thomas. « Léo, Manon, installez-vous là-bas », a dit Christine en désignant une table près de la fenêtre. « Prenez un chocolat chaud et des croissants. Maman doit parler avec la dame. »« Mais maman » a commencé Léo. « S'il te plaît, mon chéri, tout va bien. » Nous nous sommes assises à une table isolée dans le fond du café. Christine avait les mains qui tremblaient en sortant son téléphone et son portefeuille de son sac. Moi, j'essayais encore de traiter l'information que cette femme existait, qu'elle connaissait Laurent et qu'elle croyait que j'étais morte depuis 14 ans. « Vous saviez ?» ai-je attaqué directement. « Saviez quoi ?» a-t-elle répondu, les yeux écarquillés. « Que j'existais, que j'étais vivante, que Laurent était encore marié avec moi. » Christine a secoué la tête violemment. « Non, bien sûr que non. Il m'a dit que vous étiez morte dans un accident de voiture quand Léo était bébé. Il était veuf, inconsolable. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, dans un groupe de soutien pour personnes endeuillées à Orléans. » Orléans ? Mon cœur s'est serré. Laurent m'avait effectivement dit qu'il travaillait souvent à Orléans pour son boulot. Des déplacements de plusieurs jours, parfois une semaine entière. Oui, j'habite là-bas depuis toujours. Laurent louait un appartement en centre-ville pour son travail. On s'est mariés il y a 13 ans. Le café me remontait dans la gorge. Marié ? Vous êtes marié avec lui ? En mairie d'Orléans, le 12 juin 2011. Témoins, photos, voyage de noces en Bretagne. Tout. Elle fouillait frénétiquement dans son sac. Regardez, voici notre livret de famille. Elle a posé le document sur la table. Laurent Moreau, époux de Christine Dubois, marié le 12 juin 2011. Enfant, Léo, né le 3 août 2008, et Manon, né le 15 avril 2016. J'ai fixé ces dates, essayant d'y donner un sens. Léo était né en 2008, soit 2 ans avant ma propre fille Emma. Laurent m'avait trompée pendant ma grossesse. Et Manon ? Manon était née en 2016, bien après notre mariage, à une époque où je pensais que notre couple traversait juste une période difficile. Mais c'est impossible, ai-je murmuré. On ne peut pas être marié à 2 femmes en même temps en France. C'est exactement ce que je me dis en vous voyant là, bien vivante, a répliqué Christine, sa voix montant dangereusement. Vous croyez que c'est facile pour moi aussi? Découvrir que mon mari de 13 ans m'a menti sur tout? Les clients du café commençaient à nous regarder. Je me suis penchée vers elle, baissant la voix. Il faut qu'on comprenne. Vous dites qu'il louait un appartement à Orléans pour son travail? Louait? Il vit là-bas. C'est notre domicile conjugal. Une maison rue du Faubourg Saint-Jean, avec un jardin pour les enfants. Il part le lundi matin pour Paris, soi-disant pour ses rendez-vous clients, et rentre le vendredi soir. Mon sang s'est glacé, le lundi au vendredi, exactement l'inverse de ce qu'il me disait. À moi, il prétendait partir le vendredi soir pour ses déplacements professionnels et rentrer le dimanche soir ou le lundi matin. Mon Dieu, ai-je soufflé. Il menait une double vie. Double? Vous voulez dire qu'il vivait vraiment avec vous aussi? 15 ans de mariage. Une maison à Versailles. 2 enfants, Emma et Thomas. Christine s'est levée brusquement, renversant sa tasse de café. Non, 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 c'est impossible. Il n'arrêtait pas de me parler de sa première femme, de combien il l'aimait, de combien il souffrait de sa mort. Il pleurait parfois la nuit en disant votre prénom. Il disait mon prénom? Isabelle. Il m'a dit que vous vous appeliez Isabelle, que vous étiez professeur, que vous aviez les cheveux bruns et les yeux verts. Il m'a même montré des photos. Des photos de moi, de votre mariage, de vous enceinte, de votre enterrement. La tête me tournait.
Laurent avait des photos de moi enceinte d'Emma qu'il montrait à sa maîtresse en prétendant que j'étais morte? Des photos de mon enterrement qui n'avaient jamais eu lieu? Vous les avez encore, ces photos? Christine a sorti son téléphone d'une main tremblante. Il m'en a envoyé quelques-unes par message il y a des années. Attendez. Elle a fait défiler ses anciens messages, puis m'a tendu l'appareil. Sur l'écran, j'ai vu une photo de moi enceinte de Thomas, prise dans notre jardin de Versailles. Mais l'image avait été retouchée, vieillie, avec un cadre noir et une inscription « En mémoire d'Isabelle Moreau, 1982-2009 ». Mais c'est de la folie pure, ai-je chuchoté. Il y en a d'autres, des photos de ce qu'il disait être vos funérailles. Elle a fait défiler d'autres images. Un cercueil dans une église que je ne reconnaissais pas, des fleurs, des gens en noir dont je ne distinguais pas les visages. Tout était flou, sombre, mais suffisamment crédible pour convaincre une femme amoureuse et confiante. « Christine », ai-je dit en lui rendant son téléphone. « Il faut qu'on trouve Laurent. Il faut qu'on comprenne ce qui se passe. Il devrait être encore dans les environs du tribunal. Il avait rendez-vous avec son avocat après l'audience pour finaliser. Elle s'est interrompue, réalisant l'absurdité de la situation. Finaliser quoi? Son divorce avec vous, alors qu'il est aussi marié avec moi? C'est à ce moment-là que j'ai vu Laurent passer devant la vitrine du café. Il marchait vite, téléphone collé à l'oreille, l'air préoccupé. Sans réfléchir, je me suis levée et j'ai couru vers la sortie. « Laurent !» ai-je crié en me précipitant sur le trottoir. Il s'est retourné et, en nous voyant ensemble, Christine et moi, son visage est devenu livide. Il a raccroché son téléphone d'un geste sec. « Qu'est-ce que vous faites ensemble ?» a-t-il demandé d'une voix blanche. « On compare nos versions de ta vie, Laurent », ai-je répondu, surprenante moi-même par le calme de ma voix. Ou plutôt, de tes vies. Christine nous avait rejoints, laissant les enfants dans le café sous la surveillance bienveillante de la serveuse. « Laurent, explique-moi pourquoi cette femme est vivante alors que tu m'as dit qu'elle était morte ?» a-t-elle lancé, sa voix chargée de colère et de désespoir. Laurent regardait alternativement l'une et l'autre, comme un animal pris au piège. Pour la première fois depuis que je le connaissais, il semblait avoir perdu toute contenance. « C'est compliqué », a-t-il fini par dire. « Compliqué ?» ai-je explosé. « Tu es marié avec 2 femmes depuis des années. Tu as menti sur ma mort. Tu as falsifié des photos et tu dis que c'est compliqué ?» Des passants ralentissaient, intrigués par notre altercation. Laurent a jeté des regards inquiets autour de lui. « Pas ici. Si vous voulez des explications, pas devant tout le monde. »« Alors où ?» a demandé Christine. « Dans laquelle de tes maisons? Versailles ou Orléans ?» Laurent a fermé les yeux, comme s'il réalisait enfin que sa double vie venait de s'écrouler dans ce café face au tribunal. Quand il les a rouverts, j'y ai lu une résignation qui m'a fait froid dans le dos. « Il y a des choses que vous ne comprenez pas, des choses que je n'ai jamais voulu que vous découvriez. »« Eh bien, maintenant c'est fait, » ai-je dit. « Alors, explique-nous depuis combien de temps tu nous mens à toutes les deux. » Et dans ses yeux, j'ai vu passer une ombre qui m'a fait comprendre que nous n'avions encore rien découvert, que ce que nous venions d'apprendre n'était que le début d'une vérité bien plus terrifiante. Laurent nous a emmenés dans un petit square tranquille derrière le tribunal, loin des regards indiscrets. Christine était retournée chercher les enfants, qui jouaient maintenant sur les balançoires sous notre surveillance inquiète. Ils ne comprenaient pas pourquoi les adultes avaient l'air si graves, mais ils sentaient la tension électrique qui planait entre nous. « Parle », ai-je ordonné à Laurent en m'asseyant sur un banc face à lui. Il était debout, les mains dans les poches, le regard fuyant. L'homme sûr de lui que j'avais épousé avait disparu, remplacé par quelqu'un que je ne reconnaissais pas. « Ça a commencé il y a 14 ans, » a-t-il fini par dire, quand j'ai rencontré Christine. « Tu étais déjà marié avec moi depuis 1 an, ai-je précisé sèchement. « Je sais, mais toi, nous, ça ne marchait pas comme je l'espérais. Alors tu as décidé de chercher ailleurs au lieu d'en parler? Ce n'était pas prévu. J'avais vraiment des déplacements professionnels à Orléans. Christine travaillait dans l'entreprise cliente, on se voyait pour les réunions. Et puis, a insisté Christine, sa voix chargée d'amertume. Tu étais différente, douce, compréhensive. Tu ne me faisais pas de reproches constamment comme... » Il s'est arrêté, réalisant qu'il était en train de me blesser. « Comme moi ?» ai-je fini à sa place. « J'étais enceinte de 3 mois d'Emma quand tu as commencé à la voir. Tu te souviens? J'avais des nausées terribles, j'étais fatiguée, et toi tu trouvais que je ne te comprenais pas assez ?» Christine nous regardait alternativement, essayant de reconstituer la chronologie. « Attends », a-t-elle dit. « En 2008, quand j'ai rencontré Laurent,
Il m'a dit qu'il était veuf depuis 3 ans, que sa femme était morte en 2005. Il t'a menti dès le début, ai-je constaté amèrement. Laurent s'est assis lourdement sur le banc d'en face, la tête dans les mains. Au début, c'était juste une liaison. Je n'avais pas prévu que ça dure. Mais Christine est tombée enceinte de Léo, et tu as inventé que j'étais morte pour pouvoir jouer les veufs éplorés et l'épouser, ai-je terminé. C'était plus compliqué que ça. Christine était dans un groupe de soutien pour personnes endeuillées. Sa première grossesse s'était mal passée, elle avait perdu un bébé. Elle était fragile, elle avait besoin de quelqu'un qui comprenne la douleur. Je me suis dit que si je lui disais que j'étais veuf, tu te serais fait passer pour quelqu'un de sensible et de vulnérable, a craché Christine. Tu as exploité ma douleur pour me séduire. Non, je ressentais vraiment quelque chose pour toi, mais comment t'expliquer que j'étais mariée sans te perdre? En divorçant, peut-être, ai-je suggéré avec ironie. J'ai essayé, plusieurs fois, mais à chaque fois que je voulais t'en parler, il se passait quelque chose. Emma qui tombait malade, tes problèmes au travail, la mort de ton père. Alors, tu as préféré mener une double vie plutôt que d'affronter une conversation difficile? Laurent a relevé la tête et j'ai vu des larmes dans ses yeux. Mais je n'arrivais plus à éprouver de la compassion pour lui. Vous ne comprenez pas. Au début, c'était temporaire. Je me disais que j'allais régler la situation rapidement. Mais les mois passaient, Christine et moi on s'installait ensemble, Léo grandissait en m'appelant papa, et toi, Isabelle, tu es tombée enceinte de Thomas. Et tu as continué à mentir à tout le monde. Je n'avais plus le choix. Comment expliquer à Christine que la femme dont elle avait consolé le veuvage était en fait bien vivante et enceinte de moi? Comment te dire à toi que j'avais une autre famille depuis des années? Christine s'est levée brusquement. Tu avais le choix. Tu as toujours eu le choix. Tu as choisi de nous mentir à toutes les deux plutôt que d'assumer tes responsabilités. Et les photos? Ai-je demandé. Les photos de mon soi-disant enterrement? Laurent a eu l'air gêné. J'ai pris des photos dans une église pendant les funérailles d'un collègue. J'ai ajouté des fleurs, modifié quelques détails avec Photoshop. Tu as falsifié des photos de funérailles pour faire croire à ta mort à ta maîtresse. Ma voix montait malgré moi. Tu réalises à quel point c'est tordu? J'étais dos au mur. Christine voulait des preuves, elle trouvait étrange que je n'ai jamais parlé de toi en détail. Elle voulait voir des photos de notre mariage, de toi enceinte. Alors j'ai arrangé quelques images. Christine était maintenant livide. Tu m'as montré des photos de ton mariage avec elle en me faisant croire que c'était nous? Non, pas notre mariage, juste quelques photos de vous deux pour que tu comprennes à quoi elle ressemblait. Mon Dieu, ai-je soufflé. Tu as utilisé des photos de notre intimité pour nourrir tes mensonges. Un silence pesant s'est installé. Les enfants continuaient à jouer, insouciants, pendant que 3 adultes découvraient l'étendue d'une manipulation qui avait duré plus d'1 décennie. Il y a autre chose, a fini par dire Laurent d'une voix à peine audible. Christine et moi l'avons regardé avec terreur. Qu'est-ce qui pouvait être pire que ce que nous venions d'apprendre? Quoi encore? Ai-je demandé. Les papiers. Pour épouser Christine, j'ai dû modifier certains documents. Tu veux dire que votre mariage n'est pas légal? A demandé Christine. Si, il est légal, mais j'ai utilisé un autre nom. Le monde s'est arrêté de tourner autour de moi. Un autre nom? Laurent Dubois. J'ai pris le nom de jeune fille de Christine comme nom d'époux. Officiellement, Laurent Moreau est marié avec toi, Isabelle. Et Laurent Dubois est marié avec Christine. Tu as falsifié ton identité? Christine était maintenant debout, les poings serrés. Pas falsifié, juste adapté. J'ai fait faire de nouveaux papiers, une nouvelle carte d'identité. Techniquement, je n'ai enfreint aucune loi. Aucune loi? Ai-je explosé. Tu as 2 identités. Tu es marié sous 2 noms différents. C'est de la bigamie et de la fraude documentaire. Les enfants avaient arrêté de jouer et nous regardaient avec inquiétude. Christine s'est dirigée vers eux pour les rassurer, tandis que je restais face à Laurent, essayant d'assimiler cette nouvelle révélation. Combien d'autres secrets? Ai-je demandé d'une voix blanche. Laurent a évité mon regard. C'est tout. C'est tout? Tu en es sûr? Pas d'autres femmes? Pas d'autres enfants? Pas d'autres identités? Non, je te jure que non. Mais quelque chose dans sa voix, dans la façon dont il évitait toujours de me regarder en face, me disait qu'il mentait encore. Et dans le fond de mon esprit, une question terrifiante commençait à prendre forme. Si Laurent était capable de mener une double vie pendant 14 ans, de falsifier des documents et de manipuler 2 femmes avec une telle aisance, de quoi d'autre était-il capable? Cette nuit-là,
Je n'ai pas fermé l'œil. Emma et Thomas dormaient paisiblement dans leur chambre, ignorant que leur père venait de nier leur existence devant un tribunal. J'étais assise dans ma cuisine, fixant mon téléphone, hésitant entre appeler la police, ma sœur, ou simplement partir très loin avec mes enfants. Vers 6 heures du matin, Christine m'a envoyé un message. « Je n'arrive pas à dormir non plus. Il faut qu'on se voie. J'ai trouvé d'autres choses. » Nous nous sommes retrouvés dans le même café que la veille, mais cette fois sans les enfants. Christine avait les traits tirés, les yeux rougis par une nuit blanche. Elle avait apporté une grande enveloppe Kraft qu'elle a posée sur la table avec des gestes nerveux. « J'ai fouillé dans nos affaires cette nuit », a-t-elle commencé. Laurent garde tous ses papiers importants dans un classeur fermé à clé dans son bureau. J'ai forcé la serrure. « Qu'est-ce que tu as trouvé ?» Elle a ouvert l'enveloppe et en a sorti plusieurs photos imprimées. Mon sang s'est glacé. C'étaient les images qu'elle m'avait montrées sur son téléphone la veille, mais en version haute résolution. On voyait clairement les retouches, les montages grossiers. « Regarde celle-ci », a-t-elle dit en me tendant une photo. C'était une image de moi dans ma robe de mariée, mais le visage avait été vieilli artificiellement, avec des cernes creusées et un teint grisâtre. En bas de la photo, une inscription en police gothique, « Isabelle Moreau, 1982-2009, épouse et mère aimée, partie trop tôt. » « Il a créé une nécrologie complète, ai-je murmuré, horrifiée. Il y en a d'autres, regarde. » Une série de photos montrait prétendument mes funérailles. Une église que je ne reconnaissais pas, un cercueil couvert de fleurs blanches, des gens en noir dont les visages étaient flous. Mais en regardant attentivement, j'ai reconnu certaines personnes. Des collègues de Laurent, sa sœur, même ses parents. « Attends », ai-je dit, saisie d'une révélation. « Ces gens sur les photos, je les connais. Ce sont vraiment des proches de Laurent. Comment c'est possible? Il a dû prendre ces photos lors de vraies funérailles, peut-être celles de son grand-père en 2009, et les présenter comme étant les miennes. » Christine a sorti d'autres documents. Il n'y a pas que les photos. Regarde ça. C'était un faire-part de décès, imprimé sur papier officiel, avec tous les détails. La famille Moreau a la douleur de vous faire part du décès d'Isabelle Moreau, née Dubois, survenu le 15 mars 2009 dans un accident de la route. Les obsèques auront lieu le 18 mars en l'église Saint-Étienne. Il a même créé de faux faire-part? Ma voix tremblait de rage et d'incrédulité. Et ça, elle m'a tendu un certificat de décès falsifié avec un faux cachet médical et une signature illisible. J'ai repoussé les documents, écœuré. Comment peut-on falsifier la mort de quelqu'un avec autant de précision? Il a pensé à tout. Ce n'est pas terminé. Christine a sorti son téléphone. J'ai trouvé des messages qu'il a envoyés à sa famille. Elle m'a montré une conversation WhatsApp datant de 2011, juste avant leur mariage. Je sais que c'est difficile de me voir refaire ma vie si vite après Isabelle. Mon chéri, elle aurait voulu que tu sois heureux. Cette Christine a l'air adorable. Elle ressemble un peu à Isabelle. Vous ne trouvez pas? Même douceur, même sourire. Arrête de te torturer. Isabelle est partie. Tu as le droit de revivre. Tu vois, a dit Christine d'une voix brisée. Même sa famille croit que tu es morte. Il a convaincu tout le monde. J'ai fermé les yeux, essayant de digérer l'ampleur de la manipulation. Laurent n'avait pas seulement menti à Christine et à moi. Il avait construit tout un univers parallèle où j'étais morte, où il était veuf, où sa nouvelle vie était légitime. Il faut qu'on le confronte avec ça, ai-je dit en désignant les documents. J'ai essayé de l'appeler ce matin. Il ne répond pas. J'ai été chez nous à Orléans. La maison était vide. Il a pris des affaires et il est parti. Il s'enfuit. On dirait bien. Nous sommes restés silencieuses un moment, absorbées par l'énormité de la situation. Puis, j'ai pris mon téléphone. « Qu'est-ce que tu fais ?» a demandé Christine. « J'appelle Maître Dubois, mon avocat. Cette histoire dépasse largement un simple divorce. Il y a eu falsification de documents, usurpation d'identité, peut-être même escroquerie. Tu crois qu'on peut porter plainte? Je ne sais pas, mais on va le découvrir. » J'ai composé le numéro de mon avocat. Il a décroché à la 3e sonnerie. « Maître Dubois, c'est Isabelle Moreau. Il faut qu'on se voie d'urgence. Il s'est passé quelque chose d'énorme depuis hier. » Après avoir expliqué brièvement la situation, nous avons pris rendez-vous pour l'après-midi même. En raccrochant, j'ai vu que Christine me regardait avec une expression étrange. « Qu'est-ce qu'il y a ?» ai-je demandé. « Tu as dit Maître Dubois ?»« Oui, pourquoi ?»« Mon avocat aussi s'appelle Dubois, Maître Pierre Dubois. » Un frisson glacé m'a parcouru. Le mien aussi. Nous nous sommes regardés et j'ai vu dans ses yeux la même terreur que celle qui m'envahissait. « Tu ne crois pas que… »
a commencé Christine. Si, je crois que Laurent nous a donné les coordonnées du même avocat. Mais pourquoi il ferait ça? Pour contrôler la situation. Si nous avons le même conseil juridique, il peut savoir exactement ce qu'on prépare contre lui. J'ai immédiatement rappelé le cabinet. La secrétaire m'a confirmé que Maître Dubois représentait effectivement aussi Christine Moreau dans une procédure de divorce. Maître Dubois est-il au courant que son client se marie sous 2 identités différentes? Ai-je demandé. Un silence embarrassé. Je vais vérifier avec Maître Dubois et vous rappeler. En raccrochant, j'ai réalisé que Laurent avait anticipé même cette éventualité. Il savait qu'un jour, nous pourrions découvrir la vérité et chercher de l'aide juridique. Alors il s'était arrangé pour que nous ayons le même avocat, quelqu'un qui l'avait peut-être soudoyé ou manipulé. Il faut qu'on trouve Laurent, ai-je dit à Christine. Pourquoi faire? Il va encore nous mentir. Non, cette fois, on va le confronter avec toutes ses preuves et on va exiger la vérité complète. J'ai sorti mon téléphone et composé le numéro de Laurent. Comme prévu, il n'a pas décroché. Alors j'ai envoyé un SMS simple. On a trouvé les photos, les faux certificats, tout. Si tu ne nous retrouves pas dans 1 heure au café d'hier, on va directement à la police. La réponse est arrivée 3 minutes plus tard. D'accord, mais il faut qu'on soit seuls toutes les 3. Ce que j'ai à vous dire, personne d'autre ne doit l'entendre. Christine a lu le message par-dessus mon épaule. Il va encore essayer de nous manipuler, a-t-elle dit. Peut-être, mais cette fois, on a les preuves. Il ne pourra plus nier. 1 heure plus tard, Laurent est arrivé au café. Il avait l'air d'un homme traqué, les cheveux en désordre, une barbe de 2 jours, les vêtements froissés. Quand il s'est assis face à nous, j'ai posé l'enveloppe de documents sur la table. « Explique-moi ça », ai-je dit en sortant la photo de ma fausse nécrologie. Laurent a regardé l'image et j'ai vu ses épaules s'affaisser. Toute combativité l'avait quitté. « Comment tu as pu me faire ça ?» ai-je continué. « Comment tu as pu organiser mes funérailles alors que j'étais vivante? Comment tu as pu raconter à ta famille que j'étais morte dans un accident? Parce que c'était plus facile que la vérité, a-t-il répondu d'une voix à peine audible. Plus facile? Christine a explosé. Tu trouves ça facile de mentir à tout le monde pendant 14 ans? Vous ne comprenez pas, a dit Laurent en relevant la tête. Au début, je pensais que ça ne durerait que quelques mois. Juste le temps de régler ma situation avec Isabelle. Et au lieu de ça, tu as épousé Christine en faisant croire que j'étais morte? J'étais dos au mur? Christine était enceinte, elle voulait qu'on officialise notre relation. Sa famille me demandait sans arrêt des détails sur mon deuil, sur ma première femme. Il fallait que je rende l'histoire crédible. Alors tu as falsifié des documents officiels? J'avais un ami graphiste qui m'a aidé pour les retouches photos. Pour les papiers officiels, j'ai trouvé quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Tu veux dire que tu as payé pour avoir de faux documents? Laurent a hoché la tête misérablement. Et combien d'autres personnes sont au courant de tes mensonges? Ai-je demandé. Personne, enfin, juste mon ami graphiste et le type qui a fait les papiers. Mais ils ne savent pas pourquoi j'en avais besoin. Et ta famille? Tes parents croient vraiment que je suis morte? Oui, ils n'ont jamais remis en question mon histoire. J'ai regardé cet homme que j'avais aimé, avec qui j'avais construit une famille, et j'ai réalisé que je ne le connaissais pas du tout. La personne assise en face de moi était un étranger capable des manipulations les plus perverses. Il y a autre chose, n'est-ce pas? Ai-je dit. Tu nous caches encore quelque chose. Laurent a évité mon regard et j'ai su que j'avais raison. Cette histoire n'était pas terminée. Le lendemain matin, Christine et moi nous sommes présentés au commissariat de Versailles avec tous les documents que nous avions rassemblés. L'officier de police judiciaire qui nous a reçus, le capitaine Moreau, ironiquement le même nom que le nôtre, a écouté notre récit avec un mélange de fascination et d'incrédulité professionnelle. « Madame Moreau » a-t-il dit en s'adressant à moi, et « Madame Moreau également » a-t-il ajouté en regardant Christine, « ce que vous me décrivez constitue effectivement plusieurs infractions pénales. Falsification de documents officiels, usurpation d'identité, bigamie potentielle. » « Potentielle » ai-je demandé. Techniquement, votre mari n'a pas commis de bigamie au sens strict du code pénal, puisqu'il a utilisé des identités différentes pour ces 2 mariages. Mais c'est certainement de l'escroquerie au mariage et de la falsification. Il a ouvert un dossier et commencé à prendre des notes. Nous allons ouvrir une enquête. Il me faut tous les documents que vous avez, plus vos témoignages détaillés. Et il faudra retrouver votre mari pour l'entendre. Il a disparu, a dit Christine. Il ne répond plus au téléphone. Il n'est pas chez nous. Nous allons lancer un avis de recherche.
En attendant, je vais demander à mes collègues de vérifier s'il n'y a pas d'autres victimes. D'autres victimes? Mon cœur s'est serré. Madame, un homme capable d'organiser une double vie avec une telle précision pendant 14 ans, il est possible qu'il y ait d'autres femmes, d'autres familles. Christine et moi nous sommes regardés. Cette possibilité nous avait effleurés, mais l'entendre formulée par un policier la rendait soudain très réelle. « Comment vous allez procéder ?» a demandé Christine. « Vérification des identités utilisées par votre mari, recherche dans les bases de données d'état civil, contrôle des adresses connues, et aussi, malheureusement, vérification des déclarations de naissance. » Des déclarations de naissance? S'il y a d'autres femmes, il y a peut-être d'autres enfants. Et si c'est le cas, ils pourraient être déclarés sous différents noms. Je suis sortie du commissariat avec la tête qui tournait. L'idée que Laurent puisse avoir d'autres enfants, d'autres familles secrètes, était insoutenable. Comment expliquer cela à Emma et Thomas? Christine m'a proposé de venir chez elle à Orléans pour que nous fouillions ensemble les affaires de Laurent. Le trajet s'est fait dans un silence pesant, chacune perdue dans ses pensées. La maison de Christine était exactement comme je me l'étais imaginé. Un pavillon de banlieue coquet, un jardin bien entretenu, des jouets d'enfants sur la pelouse. Une vie normale, construite sur un mensonge énorme. « Les enfants sont chez ma mère », a expliqué Christine. Je ne voulais pas qu'ils entendent nos discussions. Nous avons passé l'après-midi à éplucher les papiers de Laurent. Dans son bureau, nous avons trouvé 3 téléphones différents, plusieurs cartes d'identité, des relevés bancaires de compte que ni Christine ni moi ne connaissions. « Regarde ça », a dit Christine en me tendant un carnet d'adresses manuscrit. J'ai parcouru les pages. Il y avait nos coordonnées à toutes les deux, mais aussi d'autres noms de femmes avec des adresses dans différentes villes de France. Lyon, Marseille, Strasbourg. Tu penses que ce sont... ai-je commencé? Je ne sais pas. Peut-être des clientes, peut-être autre chose. Nous avons photographié toutes les pages et transmis les informations au capitaine Moreau par SMS. Sa réponse est arrivée 1 heure plus tard. Vérification en cours. Pouvez-vous venir demain matin? Nous avons trouvé quelque chose. Cette nuit-là, j'ai décidé qu'il fallait que je parle à mes enfants. Ils avaient remarqué mon état d'agitation des derniers jours et Emma, avec sa perspicacité d'adolescente, commençait à poser des questions précises. Je les ai fait asseoir dans le salon après le dîner. « Il faut qu'on parle de papa », ai-je commencé. « Il va revenir ?» a demandé Thomas innocemment. « Non, mon chéri. Papa et maman vont divorcer, tu le sais déjà. Mais il s'est passé des choses compliquées. » « Quel genre de choses ?» Emma me regardait avec ses grands yeux sérieux. J'ai pris une profonde inspiration. Comment expliquer l'inexplicable à des enfants? Papa nous a menti. À nous, mais aussi à d'autres personnes. Il a une autre famille. Une autre famille? Thomas avait l'air perdu. Il est marié avec une autre dame, et cette dame a des enfants aussi. Emma a pâli. Tu veux dire qu'il a d'autres enfants? Oui. Un garçon qui a ton âge, Thomas, et une petite fille. Mais pourquoi il nous l'a pas dit? Thomas commençait à pleurer. Parce qu'il savait que c'était mal, mon cœur. Il savait qu'on serait triste et en colère. Ça veut dire qu'il nous aime pas? La voix de Thomas était brisée. J'ai pris mes enfants dans mes bras, luttant contre mes propres larmes. Papa vous aime, j'en suis sûre. Mais il a fait des choses très graves, et maintenant, il doit en assumer les conséquences. Il va aller en prison? A demandé Emma. Je ne sais pas, ma chérie. Peut-être. Et nous? Qu'est-ce qu'on va devenir? Nous, on va s'en sortir. Tous les 3 ensemble. On va être une vraie famille, une famille où on se dit la vérité. Thomas s'est blotti contre moi. Maman, est-ce que papa nous aimait vraiment? Cette question m'a transpercé le cœur. Comment répondre à un enfant de 10 ans qui découvre que son père a une double vie? Je pense que papa vous aime à sa façon, mon chéri. Mais il est très malade dans sa tête. Il ne sait pas comment aimer sans mentir. On va revoir les autres enfants? A demandé Emma. Je ne sais pas. Peut-être. Ils ne sont pas responsables des mensonges de papa. Nous sommes restés longtemps enlacés sur le canapé. Emma pleurait silencieusement. Thomas sanglotait contre mon épaule. Moi, j'essayais d'être forte pour eux. Mais au fond de moi, j'étais terrifiée. Terrifiée par ce que nous allions encore découvrir, terrifiée par les conséquences de cette révélation sur mes enfants, terrifiée par l'homme que j'avais épousé et que je ne connaissais pas. Le lendemain matin, au commissariat, le capitaine Moreau nous attendait avec une mine grave. « Nous avons vérifié les adresses du carnet », a-t-il annoncé. « Il y a effectivement d'autres femmes. 3, pour être précis. » Christine a vacillé. Je me suis agrippée à ma chaise. « 3 autres?
Lyon, Marseille et Strasbourg. Toutes mariées avec votre Laurent sous des identités différentes. Toutes croient être sa seule épouse. Et des enfants? Ai-je demandé d'une voix blanche. 2 enfants à Lyon, 1 à Marseille, 1 à Strasbourg. Tous reconnus par Laurent sous ses différents noms. Le monde s'est écroulé autour de moi. Laurent n'avait pas 2 familles, mais 5. 5 femmes qui croyaient être mariées avec lui. 9 enfants au total. Comment c'est possible? A murmuré Christine. Votre mari, enfin, vos maris, semblent avoir organisé sa vie comme un emploi du temps très précis. 1 semaine par mois dans chaque ville, des prétextes professionnels pour justifier ses absences, des identités différentes partout. Et maintenant? Ai-je demandé. Maintenant, nous devons contacter toutes ces femmes. Et nous devons retrouver Laurent Moreau, ou Laurent Dubois, ou Laurent Martin, ou Laurent Rousseau, tous les noms qu'il a utilisés. Il a vraiment utilisé 4 noms différents? Apparemment oui. Et le plus inquiétant, c'est que nous n'avons peut-être pas tout découvert. En sortant du commissariat, Christine et moi étions anéantis. Nous n'étions pas seulement 2 femmes trompées, nous étions 5. Et nos enfants n'étaient pas seulement demi-frères et sœurs, ils faisaient partie d'une fratrie de 9 enfants éparpillés dans toute la France. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» a demandé Christine. « On survit », ai-je répondu, « et on espère qu'on a enfin découvert toute la vérité. » Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas fini. Un homme capable d'une telle manipulation avait forcément d'autres secrets, et j'avais peur de découvrir lesquels. La dernière audience était prévue 3 semaines plus tard. Entre-temps, la police avait contacté les 3 autres femmes. Leurs réactions avaient été identiques aux nôtres. Choc, incrédulité, puis une colère froide qui nous unissait toutes dans cette épreuve surréaliste. Nous nous étions retrouvés, nous 5, dans un café parisien. Un sommet improbable de femmes trompées par le même homme. Marie de Lyon, Sophie de Marseille et Nathalie de Strasbourg. Toutes entre 35 et 45 ans, toutes mères de famille, toutes convaincues d'avoir épousé un homme honnête et travailleur. « Comment on a pu être aussi aveugle ?» avait demandé Marie, une enseignante aux cheveux roux qui ressemblait étrangement à Christine. « On n'était pas aveugle », avait répondu Sophie, comptable à Marseille. « On faisait confiance, c'est différent. » Nathalie, la plus jeune du groupe, n'arrêtait pas de pleurer. Son fils n'avait que 4 ans et elle venait de découvrir que l'homme qu'elle appelait papa avait 8 autres enfants dans toute la France. « Qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants ?» avait-elle sangloté. « La vérité », avais-je répondu. « C'est la seule chose qu'on puisse faire maintenant. » Nous avions décidé de nous constituer partie civile ensemble. 5 femmes contre un homme qui avait détruit nos vies avec une précision chirurgicale. Nos avocats, de vrais avocats cette fois, pas celui que Laurent nous avait imposé, étaient confiants. Les preuves étaient accablantes. Mais le jour de l'audience, Laurent n'est pas venu. Monsieur Laurent Moreau, né le 23 avril 1978, est-il présent? Avait appelé le greffier. Silence dans la salle. Son avocat, maître Bernot, s'était levé nerveusement. « Monsieur le Président, mon client semble avoir quitté le territoire national. »« Comment ça, quitter le territoire ?» avait demandé le juge. « Nous avons perdu tout contact depuis 1 semaine. Son appartement parisien est vide, ses comptes bancaires ont été vidés. Il semblerait qu'il ait pris la fuite. » Un murmure avait parcouru la salle. Nous, les 5 femmes, étions assises au premier rang, stupéfaites. Après tout ce que nous avions découvert, Laurent avait choisi la fuite plutôt que d'affronter les conséquences de ses actes. Dans ces conditions, avait annoncé le juge, nous lançons un mandat d'arrêt international contre Monsieur Laurent Moreau et ses alias. L'enquête se poursuit par défaut. En sortant du tribunal, nous nous sentions à la fois soulagés et frustrés. Soulagés parce que la vérité avait éclaté au grand jour. Frustrés parce que l'homme qui nous avait fait tant de mal s'était évaporé dans la nature. Au moins, nos enfants pourront grandir sans ces mensonges, avait dit Christine. Oui, mais ils grandiront aussi sans père, avait ajouté Marie. Un père comme ça, c'est peut-être mieux sans, avais-je murmuré. Les mois qui ont suivi ont été difficiles. Thérapie familiale pour mes enfants, procédures administratives interminables pour clarifier nos situations respectives, reconstruction de nos vies sur des bases nouvelles. Emma et Thomas ont mis du temps à accepter l'existence de leurs demi-frères et sœurs, mais ils ont fini par créer des liens avec eux. Léo, le fils de Christine, est devenu particulièrement proche de Thomas. Ils se ressemblent tellement qu'on les prend souvent pour des jumeaux. Christine et moi sommes devenus de vrais amis. Nous nous parlons presque tous les jours. Nous nous soutenons dans les moments difficiles.
Les 3 autres femmes aussi gardent le contact. Nous formons une famille étrange, unie par le mensonge d'un homme qui n'existe peut-être même pas. Car c'est la question qui me hante encore aujourd'hui, des mois après sa disparition. Qui était vraiment Laurent? Était-il Laurent Moreau, l'homme que j'ai épousé il y a 15 ans? Ou Laurent Dubois, le veuf épris de Christine? Ou encore Laurent Martin, Laurent Rousseau, les autres identités qu'il avait créées pour ses autres familles? La police n'a jamais retrouvé sa trace. Il n'a laissé aucun indice sur sa destination, aucune piste sur ses véritables origines. Même son nom de naissance reste un mystère. Les papiers d'identité qu'il utilisait avec moi semblaient authentiques, mais maintenant, je ne sais plus rien. Parfois, je me demande s'il n'est pas en train de recommencer ailleurs, dans un autre pays, avec un nouveau nom et une nouvelle histoire. Est-il en train de séduire une 6e femme en lui racontant qu'il est veuf? Est-il en train de créer une nouvelle famille sur les ruines d'un nouveau mensonge? Mes enfants vont bien maintenant. Ils ont appris à vivre avec cette vérité complexe, cette fratrie éparpillée, cette histoire qui ressemble à un roman d'espionnage. Emma dit parfois que ça lui donne une famille plus grande que celle de ses copines. Thomas a arrêté de demander quand papa allait revenir. Moi, j'ai appris à me reconstruire sans réponse. J'ai appris que parfois, la vérité n'est pas une destination mais un chemin. Et que la seule chose qu'on puisse vraiment contrôler, c'est notre propre honnêteté. Mais la nuit, quand tout est silencieux, je me pose encore cette question qui n'aura peut-être jamais de réponse. Qui était vraiment l'homme que j'ai aimé pendant 15 ans? Et cette incertitude, je crois, est son dernier mensonge, celui qui nous poursuivra toujours. Racontez-nous dans les commentaires d'où vous écoutez mon histoire et abonnez-vous pour découvrir plus de récits comme celui-ci.